Eh bien, bonjour. Je vous remercie d'être avec nous pour ce workshop sur les blockchains. Je me présente, je suis Estelle Gradzik, je fais partie de la société Atecna. Atecna, c'est une société de conseil qui gère, c'est une entité qui gère notamment une activité de conseil digital. Et donc, j'accompagne différents clients sur des sujets de transformation digitale. Et moi, je suis Peter Kiger, je suis coordinateur digital au sein du groupe Le Safre, qui est une société industrielle dans le domaine de l'agroalimentaire. La levure, oui, j'en parlerai après, je vous expliquerai tout. Voilà. Alors, pour commencer, on est sur un sujet qui s'appelle la blockchain. Et je vais vous demander si vous voulez bien participer juste quelques instants, peut-être après sur les jeux de questions-réponses. Je voudrais savoir chez vous ce qui évoque la blockchain. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux pour qui la blockchain, ça évoque une technologie? Ceux pour qui ça évoque un truc de geek? De moins en moins. Ça m'améliore. Est-ce que pour vous, ou pour certains d'entre vous, quand on parle de blockchain, on parle du dark web? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Est-ce que selon vous, on parle de la fin des intermédiaires? Ok. Et enfin, est-ce que quand on parle de blockchain, on parle surtout des crypto-monnaies ou un peu ou beaucoup? Alors en effet, sur chacun de ces sujets, chacun de ces sujets évoque la blockchain. En ce qui me concerne, la blockchain, c'est avant tout, quand on parle de blockchain, c'est parler de confiance. Alors ça, je pense que vous l'aurez tous lu sur ce sujet. Mais en fait, c'est super important parce que derrière cette blockchain, on parle d'une technologie qui est capable de remplacer ce dans quoi l'homme ou des organisations a été responsable jusqu'à présent. Pour incarner la confiance dans les organisations, dans les échanges, dans les transactions, on s'appuie systématiquement par des entités ou par des hommes. Aujourd'hui, avec la blockchain, on est capable de traiter un certain nombre de transactions en s'appuyant sur une technologie qui gère la confiance et en laissant les relations humaines s'opérer. Donc c'est vraiment pour moi un tournant révolutionnaire dans les économies et les organisations actuelles. Un tout petit peu d'histoire d'abord. Alors, la blockchain, si on la resitue, on commence avec les premiers éléments qui nous ont permis d'avoir la blockchain aujourd'hui. On est en 1989. C'est l'arrivée du web. Et avec le web, on est capable de communiquer avec tout le monde, tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, d'un bout à l'autre de la Terre. Et le web a rendu ça possible. Donc le monde est connecté en lui. Quelques années plus tard, on est en 1995. On a deux chercheurs de la société Security qui gèrent des travaux de dépôt de brevets, qui s'interrogent à la façon dont on peut protéger la propriété intellectuelle dans un monde moderne. Ils voient arriver le digital, le numérique, et ils se disent finalement nos registres papier, comment on pourra leur donner de la valeur dans quelques années dans un monde numérique. Et en fait, pour ce faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent les brevets de leurs clients, ils les cryptent, et en fait, ils les ont publiés dans les petites annonces, dans les annonces des objets trouvés du New York Times. Et en fait, par ce biais, ils rendent d'abord l'information, elle n'est pas affichée envers tout le monde, donc ça c'est le premier point. On est sur la préservation de la propriété intellectuelle. Deuxièmement, on est sûr d'horodater l'événement, parce qu'en fait, quand on est dans les pages du New York Times, il y a une date sur chacun des journaux. Et troisièmement, on ne peut plus réfuter l'information qui a été posée, parce qu'en fait, cette information, elle a été diffusée dans des milliers d'exemplaires. Donc en fait, on trouve, je pense que vous avez lu des choses sur la blockchain, on trouve des choses intéressantes derrière ce sujet, parce qu'on a de la cryptographie, on a un réseau distribué et on a de l'horodatage.
Donc ça, c'est la première étape de la blockchain. Et puis ensuite, en 2008, on a le Bitcoin qui arrive. Et derrière le Bitcoin, en fait, se pose la question de comment on fait pour réaliser des transactions sans organe de contrôle central. Avec le web, le e-commerce, en fait, on est capable d'échanger avec tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, on est capable d'échanger avec tout le monde. Et derrière ce tout le monde, on passe systématiquement par un organe central. C'est-à-dire qu'au moment où on doit opérer une transaction financière, il y a ces intermédiaires bancaires qui passent. Les intermédiaires bancaires, pour assurer la validité des transactions, ont mis en place un certain nombre de contrôles. Et ces contrôles, ils ralentissent les transferts. Et ensuite, il coûte cher. Donc de ce fait-là, le coût d'une transaction économique est surchargé par le coût des banques. Donc au travers du Bitcoin, on règle ce problème. Alors qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi, je prends mon petit papier parce que je ne suis pas certaine de pouvoir le retenir et encore moins aujourd'hui. Alors c'est une définition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc je vais vous donner la définition de la blockchain. Alors il s'agit de technologies de stockage et de transmission d'informations permettant la constitution de registres répliqués et distribués, sans organe de contrôle central, sécurisés grâce à la cryptographie et structurés par des blocs liés les uns aux autres à interface de temps régulier. On est content, hein ? Alors en fait, pour moi, derrière la blockchain, en fait, on va parler de réaliser des transactions. On va s'assurer qu'on peut valider ces transactions, les sécuriser et enfin les rendre immuables. Et pour ce faire, on s'appuie sur un réseau distribué. Donc, certes, cette définition, elle est intéressante parce qu'elle permet vraiment de positionner chacun des mots, mais moi, je préfère vraiment m'approprier la définition et me dire que ça permet de réaliser, valider, sécuriser et préserver les transactions. Alors, le dernier point en introduction sur la blockchain, je vous ai dit, chez moi, ce que ça évoque une notion forte sur la confiance qui existe dans les relations. Et puis, en fait, je vais vous illustrer, alors très schématiquement, un monde avec blockchain, un monde sans blockchain. Donc, je m'appelle Estelle Gradzik, j'ai la chance, j'ai la Mona Lisa dans la cuisine, sauf que, j'en ai un petit peu assez, et puis j'aimerais bien acheter une nouvelle œuvre. Donc, je vais vendre la Mona Lisa, et il y a Peter qui est intéressé par l'achat d'œuvres d'art. Dans le monde actuel, je vais me mettre en relation avec des marchands d'art. Ils vont venir vérifier que l'œuvre que j'ai chez moi, c'est bien la vraie. On va valider que la Mona Lisa elle est détenue par Estelle Gradzik, que c'est bien la bonne œuvre. Et puis en plus, ensuite, ces marchands d'art, ils vont me mettre en relation avec des acheteurs potentiels. Voilà, ils vont trouver Peter. Donc, Peter est intéressé. On se met enfin en relation. Jusqu'à présent, on n'a pas échangé. On se met enfin en relation. Et puis, on est d'accord, Peter achète l'œuvre. Au moment d'acheter l'œuvre, on va faire appel à de nouveau des intermédiaires, qui sont les intermédiaires de banque, qui vont assurer que je récupère bien l'argent de Peter, et moi, en retour, je lui donnerai l'œuvre. Ça, là, on est dans un monde actuel. Imaginons un monde de blockchain. Dans la blockchain, en fait, dans un monde de blockchain, on a un historique, un registre qui a été constitué, qui permet de valider et d'écrire dans un registre que la Mona Lisa, elle m'appartient. Donc, on sait que je suis Estelle Gradzik et on sait par ailleurs que on a récupéré la traçabilité d'achat et de propriété de cette œuvre. Dans un monde de blockchain, on a une interface sur laquelle Peter peut consulter les œuvres d'art qui sont disponibles à la vente. Peter fait son marché tout seul. On rentre en contact au travers de cette plateforme. Et puis, Peter et moi, nous nous rencontrons. Ça y est. C'est l'amour de la Mona Lisa qui nous réunit. Et on va se mettre d'accord.
Peter va acheter l'œuvre parce qu'il l'adore, et moi je vais la lui remettre. Dans un monde de blockchain, on va enregistrer une transaction sur la blockchain, donc on va écrire dans un registre informatique le fait que je lui cède la Mona Lisa, et dans ce même monde, il va me transférer de manière monétaire la valeur du bien que je lui ai vendu. Et donc, on est sur un registre distribué, donc cette inscription, elle est écrite, elle est répliquée, on la retrouve sur l'ensemble du registre blockchain. C'est devenu immuable. On est passé de propriétaire Estelle Gradzik à Peter. Donc voilà, c'est un exemple qui permet d'illustrer, peut-être de façon grossière, ce que c'est que la blockchain, mais on a vu ce que ça évoquait, on a vu ce que c'était, on a donné une définition, on l'a illustré, on a surtout parlé de traçabilité. Maintenant, sur le sujet de la traçabilité, je vais passer la parole à Peter, qui va vous parler de ce qu'il a fait chez le SAFRE. Merci. L'exemple qu'on a vu est un exemple qui illustre la blockchain, donc l'aspect technologique. Ce qui est surtout important, c'est la notion de confiance, au final, dans la transaction que nous avons faite, Estelle et moi. Cette notion de confiance, elle est au cœur de notre... Merde, j'ai fait une bêtise. Elle est au cœur de notre activité, à nous, le SAFRE. Alors, qui est le SAFRE? Ce n'est pas forcément une société très connue, pourtant, nous sommes implantés dans 185 pays dans le monde et nous fournissons essentiellement les boulangers en levure, qui leur permet donc de faire lever le pain. On a acquis durant toutes ces années, depuis 165 ans, une véritable expertise dans le domaine de la fermentation. Et donc, depuis quelques années, on déploie également notre expertise sur d'autres secteurs d'activité, notamment autour de la nutrition, de la santé humaine et animale, et les biotechnologies. On a une mission, voilà, que vous pouvez lire à l'écran, entreprendre ensemble pour mieux nourrir et protéger la planète. Alors, c'est très, très vaste, très vague et très joli, mais ça, au final, ça nous engage et surtout, ça nous expose. Ça nous expose à de la contrefaçon. Alors, on parle beaucoup de contrefaçon dans le domaine du luxe, bien évidemment, et c'est un réel souci. Et bien, dans le domaine de la levure, figurez-vous aussi, le fameux sachet de 500 grammes de levure sèche en Chine est contrefait. Et pas qu'un petit peu, on estime que la contrefaçon en Chine, c'est entre 10 et 30% d'un chiffre d'affaires perdu. Et c'est l'estimation que l'on en fait, nous, oui, de notre côté. Ce qui est important, ce qui est impactant, à la fois parce que derrière tout ça, en Chine, et vous savez qu'il y a eu pas mal de scandales alimentaires ces dernières années là-bas, le principal problème que l'on rencontre, ce sont les risques sanitaires. À partir du moment où notre produit est contrefait, arrive chez le boulanger, celui-ci s'en sert comme il s'en sert habituellement. Il se peut qu'il utilise un produit dans lequel il y a quelque chose dedans en plus qui ne convient pas à la santé humaine. Voilà. C'est un risque, et nous, on l'entend comme ça. Forcément, quand on parle de risque sanitaire, ça décourage les gens d'acheter notre produit donc à une perte de chiffre d'affaires, et on essaie de l'estimer, mais c'est relativement important. C'est important à la fois pour nous, le SAFRE, mais c'est également important pour nos distributeurs. Parce que quand un container de levure contrefaite arrive sur un marché, les distributeurs habituels ne peuvent plus écouler leurs marchandises. Forcément, on se retrouve avec des plaintes, puisque le produit n'est pas aussi bon qu'auparavant, puisque les boulangers perdent leur production. On parle de boulanger traditionnel, mais également de boulanger industriel. Donc quand on doit jeter 10 tonnes de pâtes, ça a un coût, nécessairement. Donc voilà, donc on doit gérer une relation conflictuelle avec des clients parfois, alors que ce n'est pas notre produit qui se trouve dans ce qu'ils ont acheté. Et puis finalement, il y a aussi une atteinte à la notoriété de nos marques. Et on sait à quel point il est difficile, une fois que la marque a été touchée dans son image, de redresser la barre. Donc ce problème de contrefaçon existe en Chine depuis de nombreuses années. On est implanté depuis 40 ans là-bas. Ça a toujours existé, mais ça a réellement posé un problème. On a réfléchi à plein de solutions afin de détecter les faux, donc les encres numériques et des codes cachés, des choses comme ça. Mais
ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au final, ça nous a incité également à envoyer sur le terrain des gens pour contrôler a posteriori les choses. Donc, finalement, l'utilisateur en lui-même n'avait pas la certitude que ce qu'il avait dans la main était bien un produit, le Safre. Donc, en réfléchissant à tout cela, on a développé le concept, ou l'idée, du moins, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, d'identité numérique du packaging. Chaque sachet de 500 grammes de levure sèche en Chine a sa propre identité numérique. Il a un code, et qui n'est pas le même que celui d'à côté. Alors, quand on produit plusieurs millions de sachets de 500 grammes par an, c'est un challenge assez important. Alors, comment on l'a fait? En Chine, le QR code est très, très utilisé, notamment au travers d'une application qui s'appelle WeChat, qui est une méta-application qui associe Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc., et même maintenant la banque. Donc, on s'est dit, voilà, on sait que nos utilisateurs ont tous un téléphone dans la main, et ils ont tous WeChat installé. Eh bien, on va créer une page Le Safre sur WeChat, ou Safre Instant, pour la marque, et ils vont pouvoir, en scannant le produit, obtenir une information sur le produit. Donc, avoir accès au registre, finalement. Je scanne le produit, je rentre les 3 petits codes qui se trouvent sous la petite languette que vous voyez à l'écran. Donc, le concept a évolué depuis, mais c'était ça au départ. Et donc, on peut obtenir une information claire sur le numéro de lot, la date limite d'utilisation, éventuellement le lieu de fabrication. Voilà. Donc, ils obtiennent beaucoup d'informations et bien évidemment, un contact chez nous en cas de souci. Il peut comparer à la fois l'information qui se trouve dans le registre en ligne et l'information qui se trouve sur le packaging. En comparant, il a au moins la certitude d'avoir le bon produit dans les mains. La difficulté, c'était d'inciter le boulanger à scanner, puisque nous, on lui fournit l'information libre à lui de scanner s'il le souhaite, mais on sait que certains de nos produits sont tellement bien contrefaits qu'on ne voit pas la différence. Donc, afin d'inciter le boulanger à scanner, on a mis en place un programme de fidélité. Je scanne le QR code. À partir du moment où il est unique, je suis capable, dans le registre, de le redater et donc de lui fournir un certain nombre de points à l'utilisateur, qui pourra ensuite convertir en cadeau. Mais s'il scanne à nouveau, j'ai l'information à nouveau qui remonte dans mon registre. Et là, je lui dis, non, tu as déjà scanné. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous exposer ici, finalement, c'est une autre chaîne. C'est une façon de voir la blockchain qu'on avait, nous, imaginé il y a 4 ans. Donc, à l'époque, la blockchain était un concept qui émergeait, donc on ne s'est pas intéressé à cette solution-là. On est plutôt parti sur des solutions propriétaires. Donc, la première étape, c'était d'avoir une plateforme dans le cloud qui permettait d'avoir un registre. Et dans ce registre-là, on mettait de l'information sur le SKU, donc le code article du produit, un code spécifique à chaque produit qui va sortir, et également une URL, puisque l'URL sert au QR code. Le QR code n'est qu'une URL au final. Ensuite, sur nos lignes de fabrication, on intègre certaines clés du registre qui sont automatiquement intégrées dans le process de fabrication. On démarre la fabrication, on intègre toutes ces informations-là, et en fin de ligne, un scanner identifie le produit et le remonte à nouveau dans le registre, avec la date, l'heure et le lieu de production. Ensuite, on va également générer des QR codes au fur et à mesure, enfin c'est sur la ligne de production, on va générer des QR codes et on va donc vérifier la lisibilité, c'est ce que je vous disais sur le scanner. Je suis allé un peu trop vite. Voilà, cette information-là ensuite est remontée dans notre registre dans le cloud, donc il y a une consolidation et on a vraiment l'information de chaque sachet de 500 grammes qui est remontée à ce niveau-là. Bien évidemment, il y a le scan de l'utilisateur qui obtient donc toutes ces informations-là comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, il y a tout ce qui est consolidation à nouveau, c'est-à-dire que l'utilisateur va scanner, gagner des points et commander des cadeaux. S'il scanne à nouveau, on lui dit attention, vous avez déjà scanné. Et on sait qu'au bout d'un certain nombre de fois où il a scanné, lui,
mais plusieurs personnes ont scanné le même QR code, et ça on sait s'il y a plusieurs personnes, on sait que là, potentiellement, il y a un risque, il y a quelque chose qui se passe. Et dans ce cas-là, on peut là envoyer des contrôles beaucoup plus précis sur une zone géographique et rendre visite à nos distributeurs et essayer d'en savoir plus. Grâce à tout ça, on a réussi à faire tomber 2 réseaux de distribution parallèles, voilà, en l'espace de 2 ans, donc, et on continue sur cette activité-là. Bien évidemment, le système n'est pas parfait, hein, parfois le QR code est mal imprimé, donc il n'est pas scanné en bout de ligne, donc il est mal remonté dans le registre. Donc on est parfois exposé comme ça à des erreurs techniques qu'on est en train de corriger. Néanmoins, on a bien un eurodatage à chaque étape pour le produit. Ok, donc effectivement, ce que nous montre Peter, c'est qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler de blockchain et il est tout à fait possible de mettre en place des solutions qui ne sont pas forcément validées par une techno-blockchain. Donc il ne faut pas aller sur la blockchain pour y aller. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu y allais, ça ferait partie des solutions que tu utiliserais, sauf que c'était il y a 4 ans, et aujourd'hui encore, il existe des solutions qui permettent de régler cette problématique de traçabilité. Ça sort pas, c'est pas grave. Donc, Peter, ce qui m'intéresse aussi, c'est que aujourd'hui, tu es en partenaire avec nous sur le sujet de la blockchain, que tu nous dises pourquoi tu t'intéresses à ce sujet qui ne couvre a priori pas que des problèmes de traçabilité. Oui, en fait, on est exposé à de nouveaux enjeux. Le travail qu'on a mené jusqu'à présent montre qu'il y a un réel intérêt sur la traçabilité du produit. Et que cet intérêt-là vaut autant pour l'utilisateur final que pour nous également. Et quand on parle de l'utilisateur final, on parle bien évidemment du boulanger, mais également de toute une chaîne qui souhaite avoir une information personnalisée. Nous sommes une société industrielle. La personnalisation, ce n'est pas dans nos gènes. Hein, on produit en masse et l'objectif, c'est de déstocker. Néanmoins, depuis quelques années, nous sommes de plus en plus confrontés à cette problématique de personnalisation. Le client souhaite avoir tant de tonnage, de telle couleur, avec son nom dessus, à arriver à destination pour tel jour. Donc forcément, cette notion de personnalisation se retrouve également dans l'information qu'on va lui donner. Je scanne un produit, je veux que ce produit-là, je veux obtenir les certificats associés, halal, kasher, etc., etc., toutes les certifications classiques qu'on connaît au niveau de l'ISO. Mais je veux, moi, recevoir cette information-là sur mon téléphone personnellement. Ça, c'est un premier enjeu auquel il faut qu'on arrive à s'adresser. Le deuxième enjeu, c'est l'internationalisation. Ce qu'on a fait en Chine, on l'a répliqué en France, pour d'autres raisons, pas sur la contrefaçon, mais vraiment sur la traçabilité alimentaire. Les boulangers traditionnels doivent justifier de tout ce qui rentre chez eux et doivent tenir un registre aussi de leur côté sur le produit qui est rentré, sa date limite de consommation et son numéro de lot. Et en cas de contrôle, ils sont obligés de présenter ce genre d'informations. Donc cette internationalisation existe également en France et bien évidemment ailleurs. Répliquer un système propriétaire a un coût qui est loin d'être anodin, donc il y a des enjeux nouveaux qui arrivent avec ça. Troisième point, c'est l'ouverture. On s'adresse pour l'instant essentiellement aux boulangers traditionnels. Il y a d'autres acteurs qui sont importants, d'autres clients chez nous, donc en partie à aval de la chaîne, notamment l'industriel, éventuellement le distributeur, et voire même le consommateur final. On parle beaucoup de retail et de Carrefour. Carrefour fournit une information à son client final et demande à l'industriel qui a transformé le produit d'enregistrer l'ensemble des informations. Nous sommes un maillon de cette chaîne-là. Voilà, la blockchain nous permettrait peut-être plus facilement de fournir l'information sans forcément changer tous nos systèmes d'information. Et dernièrement, il y a l'intégration des autres parties prenantes. Je vous donnais le cas de celui qui transforme le produit. Potentiellement, nous, moins on levure, mais plutôt sur nos ingrédients de panification et sur nos autres solutions liées à la fermentation qu'on propose à d'autres acteurs, on doit également intégrer des produits venant de plusieurs fournisseurs. Cette information-là, également, on doit pouvoir nous-mêmes y accéder afin, en cas de contrôle, certifier aussi l'information acquis de droit. Voilà, donc effectivement,
Ce qu'on a mis en place, c'est de la traçabilité alimentaire, traçabilité numérique, identité numérique du produit. Donc c'est un exemple de blockchain, enfin de ce que permet de faire la blockchain. Maintenant, la technologie blockchain nous permettrait probablement d'aller plus vite. Ok, merci Peter. Donc on a vu ce que c'était en première partie, on a défini la blockchain. On a travaillé un peu le contre-exemple en disant on n'est pas obligé de mettre en place de la blockchain pour régler des problèmes de traçabilité. Par contre, il y a d'autres sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent et ce en quoi la blockchain pourrait vous aider. Il y a la partie opportunité qu'on a vue, ouais. Et puis il y a une partie risque, c'est-à-dire que si nous on n'y va pas, de toute manière on va nous l'imposer, la blockchain. Puisque au niveau de l'Europe, il y a déjà des décisions qui sont prises sur la traçabilité alimentaire. Et ça fait partie des premiers chantiers liés à la blockchain. Donc de toute manière, ça va s'imposer à nous. Donc autant prendre les devants. Super, merci. Et donc de ce fait-là, on est sur un terrain qui est excitant, intéressant, mais finalement un peu déroutant, parce qu'on passe d'initiatives macro à des projets macro, à des initiatives micro. Donc finalement, comment on fait pour aborder ce sujet, pour s'y intéresser ? En fait, moi je vais vous parler là de quelques défis. On est toujours dans les atouts de la blockchain, de quelques défis qu'ont eu à prendre en charge. Tout d'abord, la filière agricole. La filière agricole, je pense que tu t'inscris dans cette filière, c'est 430 000 emplois aujourd'hui. Derrière ces 430 000 emplois, il y a un certain nombre d'entreprises, un certain nombre d'acteurs qui doivent travailler sur le fait de partager la responsabilité alimentaire. Aujourd'hui, c'est surtout le distributeur final qui porte cette responsabilité, sauf qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs dans la chaîne. Il y a une initiative intéressante qui s'appelle Connecting Food. Et derrière Connecting Food, en fait, il y a une blockchain qui a été mise en place. Donc voilà, je vois des acquiescements. Donc il y a d'autres personnes qui sont intéressées à cette entité. Et donc, c'est une blockchain qui a été mise en place pour répondre aux besoins des agriculteurs, des industriels et des distributeurs. Et en fait, derrière ça, chacun des acteurs remonte des transactions sur les événements qui sont produits dans leur chaîne de production. Donc si par exemple, je vends des œufs et qu'à un moment de... Enfin, je produis des œufs et je dispose de certificats vétérinaires qui me permettent d'assurer cette production d'œufs. Ce certificat, je vais le pousser sur la blockchain au même titre que les informations concernant les lots de fabrication que j'ai poussés. Si à un moment donné, je continue de produire et donc de pousser des transactions de production, mais que je ne mets pas à jour le certificat, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la solution Connecting Food, il y a des micro-programmes, ce qu'on appelle des smart contracts, qui s'exécutent sur base des transactions. Et si à un moment donné, on a une transaction qui n'est plus présente, on va avoir un système d'alerte. La blockchain et Connecting Food, je ne suis pas certaine qu'ils seront capables d'éradiquer les scandales alimentaires. Par contre, on est capable de plus facilement les identifier et de plus facilement retrouver la traçabilité des lots et donc de les rapatrier. Donc ça, pour moi, c'est un défi important et on est dans le cadre d'une filière où il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent se fédérer pour répondre à un défi. Un deuxième défi qui m'intéresse, là on est côté filière, côté consortium, il y a un autre défi qui m'intéresse, c'est le défi de l'individu. En fait, en France, en 2017, la France perdait 8 milliards sur des problématiques de fraude à l'identité. La semaine dernière, je suis allée donc sur une conférence sur les blockchains et donc j'ai rencontré la société, enfin pas la société, l'entité qui s'appelle archipels.io et qui a pour objectif, dans un premier temps, de certifier des identités. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, je n'ai pas le détail technique, mais au moins dans l'idée. Vous avez la Caisse des dépôts, vous avez EDF, Engie, La Poste, qui sont associés pour mettre en place une blockchain. Et donc, je vais vous illustrer l'exemple de la certification des identités. Je m'appelle Estelle Gradzik, j'habite à Mouveau, j'ai tous les mois des factures Engie, EDF qui tombent. Si je viens à pousser sur une blockchain une de mes factures
et que par ailleurs, les acteurs qui émettent ces factures viennent authentifier le fait que c'est bien moi qui ai poussé cette facture, on rapproche deux entités, et bien dans ce cas-là, on est capable de certifier une identité. À partir du moment où on est capable de certifier une identité, il est possible d'imaginer de faciliter des démarches administratives auprès de différentes entités. Je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé en Estonie avec le projet X-Road. L'Estonie a mis en place une blockchain sur les identités, c'est super intéressant. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces défis ? Eh bien, on a des personnes, des entités, des entreprises qui n'avaient rien à faire ensemble jusqu'à présent, qui sont mises à travailler ensemble. Et ils ont pu le faire, pourquoi ? Parce qu'en fait, la technologie leur apporte un certain nombre d'informations. Je vais revenir sur ce que je disais en introduction sur la confiance. Ils ont confiance dans le fait de travailler ensemble, ils ont confiance dans le fait que ce qui va être inscrit, ça vaut. Et bien donc de ce fait-là, ils sont capables de s'ouvrir et donc de réaliser de nouveaux projets, des choses qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent. Donc là, on est sur les trucs que je mettrais dans la catégorie super, on peut faire des nouvelles choses avec la blockchain. Par contre, là, on a des questionnements sur le sujet. Une des premières questions qu'on se pose, c'est la transparence. Jusqu'où va-t-elle ? Dans le domaine industriel, on a forcément des secrets industriels. Est-ce qu'on a envie de tout révéler ? Est-ce qu'on a envie de révéler nos coûts d'achat ? Est-ce qu'on a envie de révéler à nos concurrents avec qui on travaille, etc., etc. Et pour nous, c'est un véritable enjeu. Ouais, et donc de ce fait-là, alors on ne va pas apporter la réponse technique, mais toujours est-il qu'il y a une centaine de blockchains. Et chaque blockchain a sa spécialité. On a des blockchains qui sont relatives à des crypto-monnaies, le Bitcoin, qui permettent de faciliter des transactions. On a des blockchains qui permettent de rapidement réaliser des transactions. On a des blockchains qui sont plutôt liées justement à cette notion de confidentialité et finalement, qu'est-ce que je donne comme information, qu'est-ce que je ne donne pas. Ça pose également la question du coût. Quand on regarde, on essaie d'avoir une estimation de l'investissement budgétaire à faire. Il est très très difficile à l'heure actuelle d'obtenir de l'information sur ce sujet. Alors en effet, sur la partie des coûts, comme on a une centaine de blockchains possibles, on a autant de systèmes de facturation, on a des coûts à la transaction, on a des coûts selon les modules, et puis si on met en place une blockchain from scratch, on aura un coût. Par contre, ce qui est intéressant, une chose est sûre, c'est qu'il y aura toujours un coût humain. C'est ce que vous faites en fait aujourd'hui. Vous êtes en train de passer du temps sur le sujet parce que il y a quelque chose qui vous dit qu'il faut s'y intéresser. Qui vous dit qu'il faut s'y intéresser. Le dernier point par rapport à cette notion de coût, c'est que la France veut être une blockchain nation. Si la France veut être une blockchain nation, à un moment donné, elle met en place les moyens qui permettent à la nation de se développer sur ce sujet. Donc il y aura, et il doit y avoir probablement, des options de financement sur des sujets d'innovation. Une troisième question porte sur nos systèmes d'information. Est-ce que je vais devoir changer tout mon système d'information, mes lignes de prod, etc., etc. Est-ce que je vais obliger mes fournisseurs à changer leur système d'information ? Quelle est l'interopérabilité de tous ces systèmes-là ? L'interopérabilité, ça fait partie des sujets qui remontent en ce moment comme étant des problèmes. On a passé la grande espérance sur la blockchain, on est en train de s'interroger. Il y a le directeur de recherche senior chez Gartner qui dit « Ne choisissez jamais une plateforme de chaîne de blocs en espérant qu'elle interagira avec la technologie qu'un autre fournisseur livrera dans un an. » Aujourd'hui, on a beaucoup de blockchains, elles ne sont pas actuellement capables de toutes communiquer entre elles. Donc, effectivement, on peut s'inquiéter par rapport à l'investissement qu'on porte. Et dernier mot compliqué, la désintermédiation. T'as vu, je l'ai dit. C'est à la fois, est-ce que nos acteurs actuels, nos interlocuteurs actuels vont changer ? Et est-ce que notre propre organisation doit également évoluer ? Est-ce que certains métiers ne vont pas disparaître au profit d'autres métiers, de nouveaux métiers ? Et quel impact ça va avoir sur les organisations au sens général ? La nôtre, mais également celle de nos interlocuteurs.
Sur la désintermédiation, je pense que vous avez tous entendu parler du métier du notaire qui disparaîtra. Effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui consistent à valider, à certifier des transactions qui risquent de disparaître. Mais dans le métier du notaire, en l'occurrence, il n'y a pas que le fait de constituer un registre, il y a du conseil. Donc les métiers de conseil ne vont pas disparaître. Et puis tout à l'heure, dans le tout premier exemple avec Mona Lisa, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit, on imagine on est dans un monde de blockchain, et puis Peter et moi on se rencontre sur une plateforme. Ces plateformes, il va falloir qu'elles soient créées. Donc, et on aura toujours des intermédiaires, sauf qu'ils auront des rôles différents. Alors, voici pour la partie atouts et interrogations qu'on peut avoir sur la blockchain. En tout cas, moi, ce que j'en comprends, c'est on a tout intérêt en tant qu'acteur et tout petit acteur d'une chaîne bien plus importante de s'associer à d'autres, de rejoindre un consortium où nous, on fait partie de l'ANIA, par exemple, l'Association nationale des industries agroalimentaires. On doit travailler sur ce genre de sujet, donc on y travaille déjà. Et l'idée, c'est effectivement de se poser les bonnes questions sur les segments sur lesquels on pourrait potentiellement être attaqué ou sur les opportunités même qu'on pourrait avoir au travers de cela. Deuxième point, c'est pas grave. Deuxième point, c'est forcément de connaître notre environnement. Alors plutôt l'environnement technologique, du coup. Qu'est-ce qui existe? Comment ça marche? Quel coût ça a? Comment je suis sûr de ne pas me faire avoir par des nouveaux acteurs sur ce sujet-là qui vont me vendre monts et merveilles et simplement mettre en place un serveur? Voilà. Il y a également de mieux connaître notre environnement technologique. Et dernier point, forcément, c'est de tester, c'est le test and learn, c'est d'expérimenter. Il faut oser. Faut oser essayer. Nous, on l'a fait en Chine avec les QR codes, avec des solutions propriétaires. On a acquis une expertise, une expérience du moins, avec des échecs et des réussites. On pourra peut-être aller beaucoup plus vite à présent sur la blockchain, si réellement c'est un avantage pour nous, puisqu'on a déjà cette expérience-là. Ok, merci Peter. Un dernier point, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'introduction qu'on avait mise sur l'objet du workshop. En fait, on voudrait vous répondre sur est-ce que la blockchain c'était une révolution ou pas. Il y a eu différentes, on est dans le cadre des révolutions industrielles. En 1769, le déclencheur de la première révolution industrielle, c'est l'arrivée de la machine à vapeur. Derrière la machine à vapeur, en fait, on a eu les trains à vapeur, et puis ça a permis de créer, c'est la naissance des usines, du capitalisme moderne, de l'unité de production centralisée. En fait, on est dans un système hyper centralisé, c'est exactement l'inverse de l'économie collaborative. Une petite centaine d'années plus tard, en 1880, on a la deuxième étincelle qui s'allume, et là, c'est l'ampoule à filament qui permet de déclencher la deuxième révolution industrielle. Derrière cette deuxième révolution industrielle, on va avoir un certain nombre d'éléments d'innovation électrique qui vont arriver. Et j'en prends une, par exemple le fax. Le fax, il a permis aux entreprises, aux unités de production centralisées, de se déployer un petit peu partout dans le monde. Et donc, dans cette deuxième révolution industrielle, on voit apparaître les multinationales. La troisième étincelle, c'est 1989, avec l'arrivée du web. Vous vous rappelez, on est capable de communiquer partout, tout le temps, d'un bout à l'autre de la Terre. Et derrière ça, ce qui caractérise cette révolution industrielle, en fait, c'est le fait que des non-professionnels vont pouvoir rentrer, ou peuvent déjà rentrer, en concurrence avec des professionnels. C'est le début de l'économie collaborative et donc l'ubérisation dont on entend parler. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est une révolution ou pas? Pour moi, si je reprends ces différentes étapes, la blockchain, ce n'est pas une révolution. C'est une innovation qui s'inscrit dans ce cadre-là. Après, aujourd'hui, au travers de la blockchain, ce qui se passe, c'est que, et dans le monde actuel, on a action, information, tout est connecté. La blockchain, en fait, elle permet d'associer la transaction et l'information. Donc pour moi, ce n'est pas une révolution. Par contre,
C'est vraiment un sujet sur lequel vous devez aller parce qu'en fait, il s'inscrit dans un temps qui se veut très rapide. Je vous remercie beaucoup. Merci. Notre conférence. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est difficile à estimer le taux de fraude. C'est toujours très... Ouais. Est-ce qu'on peut estimer le taux de fraude, la réduction du taux de fraude? Non. Pour l'instant, c'est très compliqué. Déjà, estimer la fraude, c'était compliqué. Voilà. On l'estime en faisant tomber des réseaux de distribution parallèles. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Et estimer un ROI sur l'initiative? Un ROI, bien évidemment. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête. C'est surtout le chiffre d'affaires qu'on... Oui, c'est ça. C'est le chiffre d'affaires que l'on garde, effectivement. Avec nos distributeurs, regardez. Vous êtes en contact maintenant directement avec des clients? Ce sont des nouvelles opportunités? Dans certains pays, on a mis ça en place. Alors, je répète la question. Est-ce que le fait d'avoir cette information-là distribuée et donc de mieux connaître la destination finale, est-ce qu'on connaît notre réseau de distribution? Oui et non. Quand le réseau de distribution est court, bien évidemment, on a les étapes. Quand le réseau de distribution a plusieurs tiers, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe à retracer. Mais c'est un travail sur lequel on se penche. Vous avez une opportunité de contact sur le fiscal. Vous avez un touchpoint. On a un touchpoint, bien évidemment, oui. C'est-à-dire que vous scannez, vous obtenez un contact. Donc à partir de l'application propriétaire que nous avons, nous pouvons envoyer un message. Notamment en cas de problème, c'est jamais arrivé heureusement, mais il y a un problème sur un numéro de lot, on est capable de rappeler le numéro de lot et de s'adresser à la personne qui a scanné le produit. Donc 100% on ne scanne pas, mais en tout cas si on a 20%, 30%, on a déjà un bon rappel. Oui. On doit couper. Voilà, merci. On doit couper, alors si vous voulez échanger, on peut échanger par après, ou alors on est présent sur le stand Atecna qui est à l'étage. Merci. Merci.